Je ne serais pas étonnée que madame crût son mari coupable. Ça, c'est comique, et elle devrait le mieux connaître. Elle est toute drôle depuis la nouvelle. Elle a des façons de regarder monsieur qui ne sont pas naturelles. J'ai remarqué que durant le repas, chaque fois qu'on sonnait, elle avait un petit sursaut. Après le déjeuner, aujourd'hui, comme monsieur manifestait l'intention de sortir, elle l'en a empêché. Vraiment, tu peux bien rester ici. Qu'est-ce que tu as besoin d'être toujours dehors? Elle s'est même promenée avec monsieur une grande heure dans le jardin. Naturellement, monsieur ne s'aperçoit de rien. Il n'en perd pas une bouchée de viande ni une bouffée de tabac. Quel gros lourdeau! J'aurais bien voulu savoir ce qu'ils peuvent se dire quand ils sont seuls tous les deux. Hier soir, pendant plus de 20 minutes, j'ai écouté derrière la porte du salon. J'ai entendu monsieur qui froissait un journal. Assise devant son petit bureau, madame écrivait ses comptes. « Qu'est-ce que je t'ai donné hier ?» a demandé madame. « 2 francs, » a répondu monsieur. « Tu es sûre ?»« Mais oui, mignonne. »« Eh bien, il me manque 38 sous. »« Ce n'est pas moi qui les ai pris. »« Non, c'est le chat. » Et ils ne se sont rien dit d'autre. À la cuisine, Joseph n'aime pas qu'on parle de la petite Claire. Quand Marianne ou moi nous mettons la conversation sur ce sujet, il la change aussitôt ou bien il n'y prend pas part. Ça l'ennuie. Je ne sais pas pourquoi cette idée m'est venue et elle s'enfonce de plus en plus dans mon esprit que c'est Joseph qui a fait le coup. Je n'ai pas de preuves, pas d'indices qui puissent me permettre de le soupçonner, pas d'autres indices que ses yeux. Pas d'autre preuve que ce léger mouvement de surprise qui lui échappa lorsque de retour de chez l'épicier, brusquement dans la sellerie, je lui jetai pour la première fois au visage le nom de la petite Claire, assassinée et violée. Et cependant, ce soupçon purement intuitif a grandi, est devenu une possibilité, puis une certitude. Je me trompe, sans doute. Je tâche à me convaincre que Joseph est une perle. Je me répète que mon imagination s'exalte à de simples folies, qu'elle obéit aux influences de cette perversité romanesque qui est en moi. Mais j'ai beau faire, cette impression subsiste en dépit de moi-même, ne me quitte pas un instant, prend la forme harcelante et grimaçante de l'idée fixe. Et j'ai une irrésistible envie de demander à Joseph « Voyons, Joseph, est-ce vous qui avez violé la petite Claire dans le bois? Est-ce vous, vieux cochon ?» Le crime a été commis un samedi. Je me souviens que Joseph, à peu près à la même date, est allé chercher de la terre de bruyère dans le bois de Raillon. Il a été absent toute la journée et il n'est rentré au prieuré avec son chargement que le soir, tard. De cela, je suis sûre. Et coïncidence extraordinaire, je me souviens de certains gestes agités, de certains regards plus troubles qu'il avait ce soir-là en rentrant. Je n'y avais pas pris garde alors. Pourquoi l'eussé-je fait? Aujourd'hui, ces détails de physionomie me reviennent avec force. Mais est-ce bien le samedi du crime que Joseph est allé dans la forêt de Raillon? Je cherche en vain à préciser la date de son absence. Et puis, avait-il réellement ces gestes inquiets, ces regards accusateurs que je lui prête et qui me le dénoncent? N'est-ce pas moi qui m'acharne à me suggestionner l'étrangeté inhabituelle de ses gestes et de ses regards, à vouloir sans raison, contre toute vraisemblance, que ce soit Joseph, une perle, qui ait fait le coup? Cela m'irrite et en même temps cela me confirme dans mes appréhensions de ne pouvoir reconstituer le drame de la forêt. Si encore l'enquête judiciaire avait signalé les traces fraîches d'une voiture sur les feuilles mortes et sur la bruyère aux alentours. Mais non, l'enquête ne signale rien de tel. Elle signale le viol et le meurtre d'une petite fille, voilà tout. Eh bien c'est justement cela qui me surexcite. Cette habileté de l'assassin à ne pas laisser derrière soi la moindre preuve de son crime, cette invisibilité diabolique, j'y sens, j'y vois la présence de Joseph.
Énervé, j'ose tout d'un coup, après un silence, lui poser cette question. Joseph, quel jour avez-vous été chercher de la terre de bruyère dans la forêt de Rayon? Est-ce que vous vous rappelez? Sans hâte, sans sursaut, Joseph lâche le journal qu'il lisait. Son âme est bronzée désormais contre les surprises. Pourquoi ça? Fait-il. Pour savoir. Joseph dirige sur moi un regard lourd et profond. Ensuite, il prend sans affectation l'air de quelqu'un qui fouillerait dans sa mémoire pour y retrouver des souvenirs déjà anciens. Et il répond « Ma foi, je ne sais plus trop. Je crois bien que c'était samedi. » Le samedi, on en a trouvé le cadavre de la petite Claire dans le bois? Poursuis-je en donnant à cette interrogation trop vivement débitée un ton agressif. Joseph ne lève pas ses yeux sur les miens. Son regard est devenu quelque chose de si aigu, de si terrible, que malgré mon effronterie coutumière, je suis obligée de détourner la tête. « C'est possible, fait-il encore. Ma foi, je crois bien que c'était ce samedi-là. » Et il ajoute « Ah, les sacrées femmes, vous feriez bien mieux de penser à autre chose. Si vous lisiez le journal, vous verriez qu'on a encore tué des Juifs en Alger. Ça au moins, ça vaut la peine. » À part son regard, il est calme, naturel, presque bonhomme. Ses gestes sont aisés, sa voix ne tremble plus. Je me tais. Et Joseph, reprenant le journal qu'il avait posé sur la table, se remet à lire le plus tranquillement du monde. Moi, je me suis remise à songer. Je voudrais retrouver dans la vie de Joseph, depuis que je suis ici, un trait de férocité active. Sa haine des Juifs, la menace que sans cesse il exprime de les supplicier, de les tuer, de les brûler, tout cela n'est peut-être que de la hâblerie, c'est surtout de la politique. Je cherche quelque chose de plus précis, de plus formel, à quoi je ne puisse pas me tromper sur le tempérament criminel de Joseph. Et je ne trouve toujours que des impressions vagues et morales, des hypothèses auxquelles mon désir ou ma crainte, qu'elles soient d'irrécusables réalités, donnent une importance et une signification que sans doute elles n'ont pas. Mon désir ou ma crainte? De ces deux sentiments, j'ignore lequel me pousse. Si, pourtant, voici un fait réel, un fait horrible, un fait révélateur. Celui-là, je ne l'invente pas, je ne l'exagère pas, je ne l'ai pas rêvé. Il est bien tel qu'il est. Joseph est chargé de tuer les poulets, les lapins, les canards. Il tue les canards selon une antique méthode normande, en leur enfonçant une épingle dans la tête. Il pourrait les tuer d'un coup sans les faire souffrir, mais il aime à prolonger leur supplice par de savants raffinements de torture. Il aime à sentir leur chair frissonner, leur cœur battre dans ses mains. Il aime à suivre, à compter, à recueillir dans ses mains leurs souffrances, leurs frissons d'agonie, leurs morts. Une fois, j'ai assisté à la mort d'un canard tué par Joseph. Il le tenait entre ses genoux. D'une main, il lui serrait le col. De l'autre, il lui enfonçait une épingle dans le crâne. Puis tournait l'épingle dans le crâne.